Et salut les moustachus. Imagine tenir dans tes mains la puissance d'un PC gamer, mais avec la portabilité d'une console. C'est en tout cas ce que promet l'Asus ROG Ally Z1 Extreme, et après 2 ans d'utilisation, je suis prêt à te dire si elle tient ses promesses. C'est simple, j'en ai rêvé pendant des années, et Asus l'a fait. C'est l'IRAD, et aujourd'hui on fait le point sur l'Asus ROG Ally, que j'ai acheté il y a un peu moins de 2 ans, à 800 € en bundle avec des écouteurs sans fil. On va rapidement faire le tour du propriétaire avant de faire le bilan de ses qualités et de ses défauts. Et tu verras que des défauts, il y en a. Ma console a subi 2 retours en SAV en 2 ans. Oui, 2 en 2 ans. Et pour le même problème. Enfin, je te dirai mon avis global, mes usages et pourquoi, contrairement à beaucoup d'autres, je trouve que Windows est une bénédiction par rapport à un simple SteamOS. Et tu verras qu'il y a aussi des coûts supplémentaires à prendre en compte. Attention, cette vidéo n'est pas un test. Il en existe déjà des dizaines. Non, l'idée est de te faire un retour sur mes 2 années d'expérience avec la console. En revanche, je suis convaincu par ce type de produit et je compte bien passer à la prochaine génération, que ce soit une ROG Ally 2 ou une Lenovo Legion Go 2. Donc si ce futur test t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Bon, est-ce que je suis satisfait de cette ROG Ally? Est-ce que je l'utilise encore ou au contraire a-t-elle fini dans un placard? Quelle est la cible de ce genre de produit? Et enfin, est-ce qu'en 2025, acheter cette console est encore pertinent? Je répondrai à toutes ces questions dans cette vidéo. Allez, c'est parti pour la présentation. En termes de design, la ROG Ally Z1 Extreme est dotée d'un écran IPS tactile de 7 pouces, en 120 Hz et avec une résolution de 1920 par 1080 pixels. Avec 608 grammes sur la balance, elle est légère et facile à transporter, idéale pour les joueurs en déplacement. Sous le capot, la ROG Ally est alimentée par un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme basé sur l'architecture Zen 4, avec 8 cœurs physiques gravés en 4 nanomètres et capable d'atteindre des fréquences allant jusqu'à 5,10 GHz. Le GPU intégré, basé sur l'architecture AMD RDNA 3, a 12 cœurs et peut atteindre 2,7 GHz. Il offre ainsi une puissance de calcul impressionnante de 8,6 teraflops. Alors, ce type d'unité de mesure n'est pas indicateur fiable à 100% pour un comparatif, mais cela permet tout de même de donner un ordre de grandeur de la puissance de calcul. En comparaison, le Steam Deck offre environ 1,6 teraflops, la Nintendo Switch première du nom environ 1, et la 2 environ 4, ce qui est clairement inférieur à la ROG Ally. Mais cela reste tout de même 2 fois moindre qu'une PS5 Pro et légèrement inférieur à une PS5 normale et ses 10,3 teraflops. Dans tous les cas, c'est suffisant pour faire tourner la quasi-totalité des jeux récents dans de bonnes conditions. La console est équipée de 16 Go de RAM LPDDR5 à 6400 MHz et dispose également de 512 Go de stockage en NVMe. Franchement, pas terrible. Mais on reviendra sur ce point plus tard dans la vidéo. En termes d'autonomie, la batterie fait 40 Wh, offrant une autonomie variable selon le mode d'utilisation. Moins d'une heure en mode turbo à 25 watts, avec des performances maximales, environ 2 heures en mode performance à 15 watts pour un équilibre entre performance et durée de vie de la batterie, et jusqu'à 6 heures en mode silencieux à 10 watts pour une utilisation plus économe en énergie. A noter qu'il existe un mode manuel qui permet de réduire encore la consommation en descendant à 7 watts. Pour alimenter tout ça, Asus fournit un chargeur 65 watts avec la console. Niveau connectivité, on a un port ROG XG Mobile compatible USB-C 3.2 Gen 2 et DisplayPort 1.4. Le port XG Mobile permet ainsi de brancher une carte graphique externe. Il s'agit en revanche d'un port propriétaire et les tarifs pratiqués par Asus sont franchement peu intéressants. Enfin, on est sur du Wi-Fi 6E compatible avec la bande 6 GHz donc, et du Bluetooth 5.2. La console dispose aussi d'un lecteur de carte microSD qui permet d'étendre le stockage de base avec des avantages et des inconvénients. Mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. La console est équipée d'un système de haut-parleurs Dolby Atmos offrant une qualité sonore exceptionnelle. Disons les termes tout de suite, c'est le meilleur système audio que j'ai pu avoir entre les mains sur un objet portable. Le son est tout simplement bluffant. Pour conclure ce portrait, Asus propose une surcouche à Windows 11 baptisée Armoury Crate SE. Le soft est suffisamment complet pour que nous prenions quelques instants pour détailler les possibilités offertes par celui-ci. Armoury Crate SE, c'est bien plus qu'une simple interface. C'est un véritable centre de contrôle, accessible via 2 boutons physiques. Un pour le centre de contrôle et l'autre pour un volet de menu rapide. On peut surveiller les performances en temps réel, ajuster les paramètres de la console ou encore optimiser les jeux pour la meilleure expérience possible. On peut aussi, grâce au volet de raccourci, basculer à la volée entre les différents modes de performance ou de contrôle, pour passer par exemple du mode bureautique au mode console. Le volet de raccourci permet aussi de passer rapidement dans un mode de veille extrême. Alors, c'est assez aléatoire, mais de façon assez subjective, je dirais que dans 85% des jeux que j'ai faits, l'option permettait de reprendre son jeu directement après la sortie de veille et sans aucun bug.
La surcouche permet aussi des options de personnalisation avancées comme l'éclairage lumineux, l'affectation des touches ou la création de raccourcis ou macros. On peut y gérer les mises à jour logicielles déployées par Asus et accéder à sa bibliothèque de jeux facilement. Et oui, car l'intégration des différentes plateformes comme Steam, Xbox Game Pass ou encore Epic Game Store permet un accès facile et rapide à nos jeux. Armoury Crate est donc un environnement logiciel qui complète parfaitement les capacités matérielles de la console. C'est clairement l'un des points forts de la console, et c'est loin d'être le seul. Alors voyons ensemble les autres qualités de la machine. Bien, commençons déjà par celle évoquée précédemment. Le son Dolby Atmos et la qualité des haut-parleurs intégrés est très appréciable. Le rapport poids-puissance également. Malgré une puissance proche d'une PS5, la ROG Ally ne pèse que 608 grammes, un poids plume pour une console de cette taille. Et ce poids contribue à une prise en main facile, la console peut même se tenir à une main. Mais d'autres qualités sont à mettre en avant également. Toujours en rapport avec la prise en main, les boutons de raccourci de la surcouche sont essentiels et bien positionnés. De plus, les boutons arrière, aussi appelés modifiers, permettent de modifier facilement l'attribution des touches. C'est absolument génial et cela permet d'avoir des raccourcis rapides. Je te donne 2 exemples, mais les possibilités sont nombreuses. Premier exemple, le bouton modifier plus un clic sur le joystick droit pour le raccourci clavier Alt F4. Cela permet de fermer un jeu ou une application en un clic. Parfait pour un rage quit efficace. La même chose pour le joystick gauche pour le raccourci Alt Entrée, afin de basculer du mode plein écran au mode fenêtré. Bien, abordons l'écran un instant. Celui-ci a de très bonnes factures, rappelons-le. Il a un rafraîchissement de 120 Hz adaptatif et est en IPS. Si tu ne sais pas ce qu'est l'IPS, je te renvoie vers cette vidéo sur les pixels qui explique en détail le fonctionnement des écrans LCD. Alors ok, on n'est pas sur de l'OLED, mais il fallait bien faire des concessions quand on voit qu'on a déjà un tarif final avoisinant les 800 €. Un petit point non négligeable est la possibilité offerte par l'application MyAsus de ne charger qu'à 80%, afin de préserver la durée de vie de la batterie. Une option permet ensuite de déverrouiller la charge à 100% pendant 24 heures. Parfait quand on a un déplacement prévu sur une journée, il faut juste penser à activer la charge la veille. On reviendra plus tard sur mes cas d'usage, mais me concernant, la console reste principalement à domicile, branchée sur secteur et allumée en permanence, donc c'est plutôt bien pensé. Enfin, dernière qualité, et le principal atout selon moi, Windows. C'est l'assurance d'avoir la compatibilité avec les plateformes de jeux Steam, Epic Game Store, Game Pass ou encore GOG, mais pas que. C'est également l'assurance de pouvoir exécuter des modes ou tout type de logiciel. On n'est alors plus uniquement sur une console, on est bien sur un PC, ouvrant la voie à une infinité de possibilités et de productivité. On broche un clavier, une souris, éventuellement un écran externe, et c'est parti. Alors oui, ça ne remplace pas un PC portable en termes de confort, et oui, il faut une logistique et des accessoires supplémentaires. Mais on a là le meilleur des deux mondes, une console portable puissante et un PC de poche polyvalent. Et c'est d'autant plus vrai si on lui rajoute un GPU externe. Et c'est la transition parfaite vers le premier des défauts que je souhaite aborder. Un GPU externe, oui, mais avec un port propriétaire, donc non compatible avec les GPU externes autres que les docks Asus. Ces docks sont proposés à un prix prohibitif et pas du tout évolutif, puisque le GPU est intégré au dock. On est quand même sur un ticket d'entrée à plus de 2000 € pour la console et le dock avec une Radeon RX 6850M XT, et ne parlons pas des docks avec RTX 4090 et depuis peu RTX 5090. Alors, sur le papier, si on n'est pas regardant sur le prix, ça permet de se passer d'un vrai PC à côté et d'avoir un peu le fonctionnement d'une Switch et de son dock. Mais attention, si le GPU est mieux, le processeur reste celui de la console. On est donc toujours limité au niveau de la charge du CPU. Notons également que le port XG Mobile fait aussi office de port USB, et que c'est le seul port de la console. Cela force à avoir un hub ou un dock dès que l'on veut brancher quoi que ce soit. J'aimerais revenir sur la prise en main. Le poids contribue à la bonne prise en main de la console, mais celle-ci n'est pas exempte de défauts pour autant. Les poignées sont relativement plates et manquent de grip. Elle a failli m'échapper des mains à plusieurs reprises. Niveau design, je regrette l'absence de trackpad comme peut le faire la concurrence. Excite les jeux de stratégie ou de gestion. C'est un véritable tue-l'amour. C'est vraiment LE point qui pourrait me détourner d'une ROG Ally 2 au profit d'un autre constructeur de console portable. Ensuite, le lecteur d'empreintes est un bon point pour l'accessibilité à Windows, mais en l'état des choses, il est bien trop capricieux. Il faut s'y reprendre à plusieurs reprises pour se connecter, et on se retrouve alors souvent forcé à devoir s'authentifier avec son code PIN. Sur la partie logicielle, j'ai évoqué dans les qualités la charge bloquée à 80%. L'option mériterait vraiment d'être accessible depuis le menu rapide du centre de contrôle. À la place, il faut obligatoirement lancer l'application MyAsus, c'est franchement dommage. Toujours concernant la partie logicielle, il faut naviguer entre 3 plateformes pour avoir toutes les mises à jour.
Et oui, en plus des mises à jour de la surcouche Armoury Crate et de Windows, il y a des mises à jour disponibles dans MyAsus. C'est franchement laborieux. La capacité de la batterie et sa vitesse de charge sont de gros points noirs. 40 Wh, c'est franchement insuffisant. Il existe bien des modes pour monter à 65 ou 80 Wh, mais c'est à vos risques et périls en cas d'incident. A noter que la ROG Ally X propose une batterie de 80 Wh, ce qui double l'autonomie. Par ailleurs, même si une vitesse de recharge à 65 watts est acceptable, compte tenu des 30 watts de consommation en mode turbo, une charge à 100 watts aura été franchement bénéfique. Il m'est déjà arrivé de voir la batterie se vider en mode docké, alors que j'étais sur un chargeur 100 watts. Alors, ça ne m'est arrivé qu'une fois, et c'était très lent, mais quand on voit la batterie passer de 6 à 5% pendant qu'on joue, c'est vraiment rageant. Il faut alors impérativement un chargeur plus puissant. Dernier point, le stockage. Le stockage par défaut est de 512 Go, c'est vraiment trop peu. Il faut obligatoirement étendre le stockage. Comme je suis un gourmand, je suis parti sur 2 Go de stockage. En revanche, j'ai choisi de ne pas passer par le port microSD, et j'ai bien fait. D'une part parce qu'une carte microSD ce n'est pas plus performant, et ce n'est pas non plus économique. Et par pitié, n'achète pas des consoles vendues de 130 € plus cher pour 2 Tera de stockage. En ce qui me concerne, j'ai profité d'un NVMe Western Digital de 2 Tera en promotion à une centaine d'euros sur AliExpress. Le remplacement est vraiment enfantin. C'est littéralement 6 vis à démonter pour ouvrir la console et une autre pour changer le SSD. Ça prend moins de 5 minutes et ça ne fait pas sauter la garantie. Je te montre juste après en accéléré comment faire. Venons-en maintenant à la problématique ultime de cette console, le port microSD. Ceux qui ont un peu suivi sont au courant de l'affaire. Le port microSD est situé à côté de la ventilation et a tendance à surchauffer en mode turbo. Et la sanction est sans appel. Port microSD grillé quand la carte microSD ne l'est pas non plus. Et évidemment, Asus ne rembourse pas les cartes HS. Comme abordé en introduction, j'ai déjà eu ce problème 2 fois. La première en octobre 2023, peu après la sortie. J'avais décidé de tester lorsque la polémique a éclaté et j'étais concerné. Après un retour en SAV, la carte mère avait été remplacée et entre-temps, Asus a annoncé avoir sorti une version du BIOS corrigeant le problème, en augmentant le bruit de la ventilation qui était initialement quasiment inaudible. Oui, mais voilà, quand je me suis décidé à écrire cette vidéo, j'ai fait un nouveau test et ça n'a pas loupé. Port à nouveau HS et donc nouveau retour en garantie. Dans mon malheur, j'ai quand même eu de la chance, la carte microSD insérée n'a pas grillé, et puisque j'avais remplacé le SSD, j'ai simplement eu besoin de les intervertir avant renvoi. Et oui, car ils effacent les données du SSD lors du SAV. Alors c'est parti, on emballe et on envoie ça à Asus. A few moments later. Et voilà, 9 jours après, la console est de retour. On la démonte. Puis on remplace le SSD. On pense à brancher à une alimentation pour allumer la console. Et voilà. Bon, si tu as un écran BitLocker, tu paniques pas, c'est tout à fait normal et c'est une sécurité contre le vol de tes données. Comme le matériel a été remplacé, tu vas sur le site de Microsoft et tu récupères ta clé. Afin de conclure sur les défauts, il faut faire les comptes sur les coûts supplémentaires à la console. Une batterie 100 watts et au moins 20 000 mAh, c'est environ 70 €. Et c'était le double en 2023. Un chargeur 100 watts, 25 €. Un hub ou un dock, 50 €. Un clavier pliable, 40 €. Les écouteurs Asus sans fil, 80 €. Une sacoche, 50 €. Enfin, un moniteur portable avec batterie intégrée, 200 €. Ouais, on est déjà à 515 € en plus sur la facture. Et si on veut jouer en mode docké, sur une télé par exemple, il faut rajouter le dock, 100 €. Alors oui, on peut en trouver moins cher, mais je reviendrai sur ce point en conclusion. Un clavier sans fil, 170 €. Une souris sans fil, 100 €. Bref, on approche déjà des 900 € et il n'y a pas de manette. Comme tu le vois, la facture peut rapidement doubler en fonction des accessoires sélectionnés, et c'est donc mon cas. Maintenant que tu sais ce que j'adore et déteste sur cette console, il est temps d'évoquer mes cas d'usage et de conclure sur les réponses aux questions posées en introduction. Bon, ce que j'adore sur cette console, c'est la possibilité de s'installer partout avec. D'ailleurs, certaines plateformes comme Steam ou Xbox Game Pass synchronisent nos sauvegardes dans le cloud.
On peut donc jouer en 4K avec le confort de sa tour, puis continuer sa partie n'importe où ailleurs. Que ce soit en voiture, en train ou plus globalement sur n'importe quel déplacement. Et si on préfère travailler, 2 minutes suffisent pour aménager une petite station de travail. On sort le stand, le hub, le clavier sans fil, le moniteur portable et c'est parti. Je l'utilise également dans mon salon en mode docké, à la manière d'une Switch. J'ai eu du mal à le trouver à l'époque. Ce dock supporte l'Ethernet RJ45 en 2,5 gigabits par seconde. Et oui, pour les 3 du fond qui se demandent, j'ai câblé tout mon appartement en 10 gigabits par seconde, donc c'est compatible. Et idéal pour télécharger jeux et mises à jour ultra rapidement. J'ai rajouté un clavier, une souris et une manette. C'est une configuration excellente pour des jeux manettes ou quand on reçoit du monde. Dernier endroit où je suis susceptible d'utiliser ma Roguelite, c'est dans ma chambre. Et non, je ne joue pas avec dans le lit. Enfin si, mais pas dans le sens où tu l'imagines. J'ai branché un dock à la télé qui se trouve dans la chambre, relié à un clavier sans fil et à une manette. Cela me permet de continuer les jeux commencés sur ma tour, confortablement allongé dans mon lit. Et j'avoue que lorsque l'envie me prend, il m'arrive simplement de surfer sur le web avec. Je fais de la redite, hein, mais c'est bien plus qu'une console, c'est un ordinateur de poche, alors pourquoi se priver? N'hésite pas à me donner toi aussi ton avis et ton expérience en commentaire, ou même tes questions si tu en as. En conclusion, l'Asus ROG Ally Z1 Extreme est une console impressionnante pour ceux qui cherchent à combiner puissance et portabilité. Si tu es prêt à investir dans les accessoires nécessaires, c'est un excellent choix. Mais alors, est-ce que les consoleux sont la cible? Non, clairement pas. Pour une question d'accessibilité, on va plutôt leur conseiller de se tourner vers une Switch, un Steam Deck ou encore une Legion Go S sous SteamOS. En revanche, pour tous ceux qui aiment la bidouille et qui n'ont pas peur de se frotter à Windows, c'est juste un must-have. Ceux qui n'ont pas l'utilité d'une tour gamer peuvent complètement s'en passer grâce au dock. Bon, du coup tu l'as compris, je suis très satisfait de cette console. Pour autant, est-ce que je l'utilise encore? Eh bien oui, tous les jours, mais pas nécessairement pour du gaming. On en arrive à la dernière question. Est-ce qu'acheter une ROG Ally en 2025 est pertinent? Eh bien, je dirais que ça dépend. La console fait tourner les gros jeux récents dans de bonnes conditions, sachant qu'elle se trouve à moins de 500 €. Donc oui, pour le prix d'une PS5, on a une console de poche capable de faire la même chose qu'un PC gamer moyen de gamme. Alors oui, on n'ira pas jouer en 4K avec comme avec une PS5, mais c'est un choix à faire. Bien, ceci étant dit, il est à noter que la ROG Ally est sortie en juin 2023, et que nous sommes quasiment 2 ans après. Ensuite, la nouvelle génération de puces, la Z2 Extreme, a déjà été dévoilée en début d'année, avec un TDP supérieur, mais aussi 4 cœurs de GPU en plus. Petite parenthèse sur cette nouvelle puce, le TDP de 10 watts semble abandonné et commence à partir de 15 watts. Je trouve ça vraiment dommage. Pour du web simple, ça permettait une meilleure autonomie. Typiquement, pour regarder YouTube dans le train, le mode 10 watts ou même 7 watts était largement suffisant. Enfin, Lenovo a déjà annoncé sa nouvelle génération de consoles portables. Ces 3 données, cumulées à l'approche du Computex 2025 fin mai, tentent à prouver que l'annonce de la ROG Ally 2 est imminente. Et à ce stade, il est urgent d'attendre, à minima l'annonce officielle, afin d'avoir une idée des différences de puissance et de prix. Après quoi, il t'appartiendra de décider ou non quelle génération t'intéresse le plus et en fonction de ton budget. En ce qui me concerne, pour le moment, je pense m'orienter vers une Lenovo Legion Go 2 en raison de son trackpad et de sa plus grande taille d'écran. Le fait de pouvoir retirer les poignées pour passer en mode tablette et d'y avoir une souris intégrée est également un gros plus selon moi. Mais rien n'est encore figé et les prochaines annonces et nouveautés seront déterminantes. Clairement, si la ROG Ally 2 est dotée d'un écran plus grand, entre 8 et 10 pouces, d'un trackpad et d'une batterie de 80 Wh minimum, je signe immédiatement. Et même à 1000 €. Avant de partir, si tu as apprécié ce contenu, pense à t'abonner et à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément au référencement de la chaîne. Alors merci. Ça me permettra aussi de te proposer d'autres vidéos de ce style sur la chaîne. Allez, à bientôt ma petite moustache.